Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Sur le Vif. Aujourd'hui, à l'émission, nous accueillons deux invités extrêmement importants qui vont nous parler d'un dossier qui nous concerne tous, autant à THM que dans la République haïtienne. Alors, je vous les présente à l'instant. Nous avons Monsieur Franz André et nous avons Madame Jocelyne Clercin-Fontaine. Bonjour Linda. Aujourd'hui, nous allons parler d'une activité que Madame Fontaine organise pour le 11 octobre prochain. Ce sera à la Perle Retrouvée. Donc, c'est un événement qui est autour d'un petit peu la situation actuelle en Haïti. Je vais laisser Madame Clercin expliquer. Bonjour Madame Chérie. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Bonjour Monsieur Franz. Bonjour. Merci d'être venu. Plaisir. Bon, moi ce matin, je suis ici pour vous parler, bien entendu, de notre événement qui va avoir lieu le 11 octobre à la Perle Retrouvée. Et puis cet événement consiste en quoi? C'est quelqu'un que je trouve très audacieux et très patriotique aussi, qui a décidé de prendre tout de même, qu'on peut dire que tu fais des sacrifices, d'aller faire une grève de faim devant la Maison Blanche, aussi de monter sur un pont pour pouvoir défendre les Haïtiens en République dominicaine. Alors, cette personne-là, il me semble qu'il a quelque chose de très intéressant à nous dire. Okay. Parce que quand j'ai lu sa bio, de voir qu'il dit que fermer Haïti pour mieux le construire. Okay. Et je vous assure que moi, j'ai un projet qui se rapproche pas mal de ce qu'il a. Alors, je me suis dit, la diaspora, c'est comme dans l'annonce qui dit, c'est le cœur vraiment d'Haïti, c'est le poumon d'Haïti. Okay. Alors, je crois qu'on a nos mots aussi à dire. Et tout ça pour vous dire que ça me fait plaisir d'inviter M. Milford, Théova Milford, le 11 à l'appel retrouvé, pour qu'il vienne nous expliquer toutes les leaders, les idées qu'il a par rapport à nos leaders, okay. Nos activistes ici à Montréal, qu'on s'assoit pour une soirée de causerie pour brasser le tout. Pour brasser les idées un peu. Donc, alors, c'est dans cette optique que M. André est présent. C'est que M. André, vous avez accepté de présenter un point de vue par rapport à la situation actuelle en Haïti. Donc, avant, on ne veut pas que vous vendez la mèche parce qu'on veut que les gens se présentent. Mais avant d'aller là, qu'est-ce que vous pensez? Parce que, premièrement, il faudrait peut-être vous présenter, nous parler un petit peu des activités et plutôt des causes dans lesquelles vous êtes investi en premier, un petit peu pour donner une idée à nos téléspectateurs. Oui, donc bonjour mesdames, je suis réellement privilégié d'avoir deux belles femmes autour de moi. Et mon père, Joe Trouillot, aurait été encore beaucoup plus... Quand il a toujours pu apprécier la beauté féminine. Alors, mon nom est donc Franz André, très souvent j'ajoute Trouillot, pour pouvoir avoir un point de référence qui était mon père. Donc voilà, on me qualifie d'un activiste, on me qualifie de quelqu'un qui est un Haïtien conséquent, et je le crois, et c'est justement grâce à Joe Trouillot, mon père, que j'ai été chercher ce côté d'engagement sincère pour défendre ma communauté, et c'est ma communauté autant ici au Canada qu'ailleurs. Alors mes premières activités d'activiste ont commencé dès l'âge de 12 ans, jusqu'à ce que finalement l'université et tout ça, on s'est écarté un peu de la communauté, mais je suis revenu justement grâce à mon père en 2011 dans la communauté pour voir qu'il y a une communauté qui n'a pas encore pris totalement sa place et que depuis les années 50, fin des années 50 que nous sommes sur le terrain, on a encore une place à gagner. Donc la première manifestation patriotique que j'ai faite, c'était lors du retour de Jean-Claude Duvalier en 2011. Ça a été un des premiers groupes où je me suis impliqué, à savoir pour combattre l'impunité. Donc qui a amené éventuellement à demander que Jean-Claude Duvalier soit traduit devant justice en Haïti. Donc on a travaillé avec l'Université de Montréal pour avoir des témoignages.
La deuxième implication patriotique d'importance, c'était en 2013, lors la dénationalisation des demandeurs des Dominicains d'origine haïtienne, qui, selon nous, est un manque de respect totalement à la dignité humaine et, naturellement, à l'identité haïtienne. Et ça, c'est des Dominicains qui sont nés là-bas, qui ne connaissent pas Haïti, dans beaucoup de cas ne parlent pas créole, qu'on leur a enlevé tous leurs droits constitutionnels et on leur a enlevé tous les droits, en fait. Sous prétexte que leurs parents étaient d'origine n'étaient pas qui étaient rentrés illégalement dans le pays. Totalement. Okay. Alors ça a été un combat quand même, je crois, qui était important et je crois que, selon moi, il y a beaucoup justement de pouvoir dans la diaspora. Et on peut justement avoir cette discussion avec des pays qui sont impliqués en Haïti, en République dominicaine, et amener des preneurs de décision, entre autres le Premier ministre du Canada, à faire des déclarations ou bien prendre une position claire. Tout à fait, oui. Alors, j'ai par contre commencé aussi en 2015 avec la situation des demandeurs d'asile qui, ici, ont été exposés en 2014 lors d'un levée de moratoire à possiblement être déportés. Donc, il y a eu un comité qui avait été créé, qui est le comité d'action des personnes sans statut, dans lequel je suis encore. Et nous avons combattu, nous avons demandé au gouvernement fédéral du temps de M. Harper de faire une prolongation de moratoire sur site déportation et un programme de régularisation simplifié et accéléré avec le gouvernement libéral quand ils ont été élus, qui fait que selon nous, il y a eu à peut-être 85% de 3200 compatriotes qui sont aujourd'hui résidents. Et soudainement, naturellement, suite à des déclarations de M. Justin Trudeau en janvier 2017, qui disait si vous fuyez la persécution, vous êtes en danger dans votre pays, le Canada est prêt à vous accueillir, donc welcome to Canada. Et c'est dans la même foulée que Donald Trump, qui faisait sa campagne électorale sur la base de renvoyer des immigrants illégaux, alors que ce sont des gens qui sont dans une situation irrégulière, donc qui doivent régulariser leur statut. Et c'est là qu'il y a eu cette vague de gens durant le printemps et l'été 2017 qui m'a amené personnellement à m'engager à temps plein, à mes frais, aucune subvention, à défendre justement ces demandeurs d'asile qui sont arrivés alors que le système ici d'accueil n'était pas prêt. Donc, beaucoup d'improvisation et 2 ans plus tard, on improvise encore. On improvise encore. Mais parlons de tous ces demandeurs d'asile, ces gens en situation irrégulière, on a su qu'il y a quand même des déportations qui se font malgré la situation actuelle en Haïti, malgré le fait qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui ont commencé à se bâtir une vie au Canada et bien sûr aux États-Unis, qui est le pays voisin. Quelles sont les raisons principales qu'invoque le gouvernement pour retourner ces gens-là? Bon, présentement, comme vous le savez sûrement, il y a un moratoire. Et le moratoire, ils n'osent pas l'appeler moratoire, étant donné que c'est une année électorale, ils le qualifient plutôt comme étant un sursis administratif temporaire des renvois, qui est l'équivalent de moratoire. Et la raison pour laquelle on met le moratoire, c'est parce que le pays, qui est Haïti, représente un danger pour justement des gens qui fuyaient la persécution. Donc on ne peut pas être un gouvernement démocrate, qui parle de démocratie, qui parle d'humanité, et retourner ces gens-là. Surtout quand on avait des systèmes qui n'étaient pas prêts à les accueillir, qu'il faut que ces gens n'ont pas pu réellement bâtir un dossier quand ils passent en audience qui justifie qu'effectivement ils doivent être protégés. Alors, on envoie des gens suite à une audience. Et n'oublions pas que nous, en tant qu'Haïtiens, et puis je parle de ceux qui viennent arriver ici, devant un juge, vous perdez idée complètement pour la raison pour laquelle vous êtes là. Et la raison que vous êtes devant un commissaire, ce qu'ils appellent le juge, c'est que vous devez démontrer et prouver que vous méritez d'être protégé. Alors, quand vous n'êtes pas structuré dans votre idée et qu'en Haïti, quand vous parlez juge, tout d'un coup, vous tremblez. C'est pas évident parce qu'il y a le côté culturel qui rentre en ligne de compte. Mais on parle souvent de la pénurie de main-d'œuvre qu'on a ici. On sait que la plupart de ces gens-là, ce sont des jeunes. On parle de peut-être une fourchette francophone aussi. Mais
le gouvernement n'a jamais pensé que ça pouvait quand même combler une main-d'œuvre dont on a besoin ici? Malheureusement, c'est que nos compatriotes sont arrivés à un moment de combat politique entre fédéral et provincial. Et vous avez sûrement vu que durant la campagne provinciale, des élections provinciales, que l'immigration a été un cheval de bataille de M. Legault, et il veut continuer à démontrer qu'il veut s'approprier le dossier d'immigration. Oui. Et ils sont en train d'utiliser certains groupes de gens, dont la communauté haïtienne, pour justement faire cette promotion. Et je peux vous parler maintenant de certaines mesures que, autant au fédéral qu'au provincial, sont en train de prendre, qui font que ces gens-là sont pris dans une zone grise où ils sont mal servis, ils sont mal desservis. Alors, nous, ce qu'on revendique, c'est qu'on doit être conséquent avec des traités et des conventions qu'un pays comme le Canada a signé, a signé, et que le programme de demandeurs d'asile est basé sur des traités et des conventions. Alors nous, naturellement, nous interpellons le gouvernement fédéral, donc M. Trudeau, certains ministres, certains députés, pour qu'ils prennent une position claire pour aller à la source du problème, qui est l'exode de la force vive. On parle de jeunes qui sont prêts à travailler et qui travaillent. La question justement de manque de main-d'œuvre est un problème clair pour nous ici au Québec. On parle de plus de 100 000 emplois qu'on ne trouve pas preneurs. Oui, c'est bizarre parce que même dans les emplois qui en général étaient comblés par les jeunes et les étudiants, on voit qu'il y a certains fast-food qui vont fermer faute d'employés. Et voilà. C'est assez bizarre. Bon, pour revenir un petit peu à la conférence que nous allons avoir le 11 octobre, donc on sait qu'il y a M. André qui va être présent et on va avoir aussi Barbara Guillaume qui elle aussi va prendre la parole, qu'on connaît aussi comme une activiste. Oui. À quoi il faut s'attendre cette journée-là? À la participation des Haïtiens. Du public, oui. Oui, à la participation du public. D'ailleurs, c'est un événement gratuit. OK. On ne paye pas pour venir, on ne paye pas pour entrer. On vient chercher des informations, on vient d'entendre qu'est-ce qui se passe. Comme il y a plusieurs personnes qui pensent qu'il n'y a pas d'union entre nous, il n'y a pas de moyen qu'on se conjugue pour qu'on se retrouve tous ensemble. Alors, on va créer toutes ces possibilités-là pour que nous soyons ensemble, pour qu'on puisse voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Tout à fait. Oui. Donc, parlant d'Haïti, on va passer encore à ce même sujet. On sait que vous êtes beaucoup impliqué, M. André, pour les demandeurs d'asile, les gens en situation irrégulière qui se trouvent ici au Québec principalement. Mais dernièrement, vous êtes dédié à une autre cause, justement, qui va dans la même foulée de l'événement des gens d'honneur et de Mme Claircey. Totalement. Je crois que nous devons rester attentifs à ce qui se passe dans notre pays. Comme certains politiciens de notre communauté déclarent, c'est que nous avons de la famille en Haïti. Donc on ne peut pas ignorer que mes parents sont en train de souffrir. Et présentement, il y a un exode encore des cerveaux. C'est ce que je qualifie une 3e édition, justement, de peut-être, je qualifie du valierisme, où on a perdu des cerveaux. J'accueille à chaque semaine des gens qui sont des intellectuels. Et je ne veux pas minimiser l'importance de ceux qui n'ont pas forcément eu le privilège d'avoir été faire des études supérieures. Mais présentement, vous avez des juges, vous avez des avocats, vous avez des médecins, vous avez des pharmacistes, vous avez même des gens qui étaient dans certains ministères, qui ont des visas depuis quelque temps pour venir au Canada, qui rentrent par l'aéroport. Ce ne sont pas des gens qui sont passés par la petite route. Ils viennent ici et déposent une demande d'asile parce qu'ils voient la réalité du pays. La situation est devenue intenable. Intenable. Et je reçois des appels d'Haïti, de gens qui sont encore en moyen financier de rester et qui me disent comment je peux faire pour arriver ici.
Et c'est ça la réalité présentement. La raison pour laquelle on interpelle le gouvernement canadien pour qu'il nous parle justement quel est son rôle dans le corps groupe. Un corps groupe qui invite encore à avoir une discussion entre Jovenel Moïse, l'opposition et les gens dans le groupe civil. Bien, nous, on dit que le Canada doit prendre une position qui est claire et on demande une déclaration. Et je pense qu'on a déjà un soupçon justement d'une déclaration qui est venue de Mme Freeland, qui est ministre des Affaires étrangères. Et ce que je comprends au sein même du corps groupe, que déjà il y a certains pays, dont la France et le Canada, qui semblent vouloir lancer un message qui est clair. Parfait. On va prendre une toute petite pause et on va revenir pour détailler un petit peu sur ce point. Hey, non pas M. Daniel Fils mais tonton Micha. Regardez ça qui est écrit derrière là. THM. Oui, la télé à votre image. Ouais, moi-même, si c'est pas THM, bon, je ferme la télé. Yo, où est qu'on est là, là, regardez. Où est là nous Montréal, où est sur télévision la caille, télévision pas nous THM, télévision Montréal là, oui baby. Et Lili elle parle l'autre gens et puis kounya game over vibe Michael Guirin. Bam. Alors pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vous rappelle que vous écoutez et vous regardez Sur le Vif. En studio, en ce moment, nous avons avec nous Mme Jocelyne Clercin de l'organisme Légion d'honneur et nous avons M. Franz André qui est un activiste. On ne va même pas parler d'un organisme en particulier parce qu'on sait qu'il touche à un petit peu de tout. Alors, juste avant la pause, on parlait un petit peu de la situation en Haïti, donc comment on aimerait que le Canada s'implique. Mais avant de détailler sur ça, Jocelyne, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cet événement. Pourquoi vous croyez que c'est nécessaire? Linda, je crois au début, je pensais que mon rôle était d'être une humaniste. En 2005, je me suis impliquée en Haïti comme intervenante de rue. Et j'ai pu constater que si on continue sur cette même lancée, les Haïtiens vont toujours penser qu'on va s'asseoir pour qu'on nous emmène notre poisson. Alors, à travers l'organisme, j'ai compris, c'est pas ça qu'on doit faire. C'est pas ça. Il faut vraiment s'activer avec des hommes comme M. André, Franz, avec des personnes comme toi, avec des personnes, toutes autres personnes qui sont intéressées, à voir comment que nous allons faire pour que notre peuple devienne des gens fiers et responsables. Parce que presque partout, on nous juge comme des indésirables, parce que si je me fie juste un peu sur qu'est-ce que vit l'immigration ici au Québec. Nous avons toute une brochette de personnes compétentes, qualifiées, qui sont venues ici, et tandis que le Canada, la porte n'est pas ouverte. Elle n'est pas nécessairement ouverte pour eux. Oui, mais on cherche des employés, on parle même des proposés aux bénéficiaires qu'on va faire venir d'Asie. Et tandis que nous avons des gens qui sont ici déjà, qui parlent très bien le français et qui sont déjà francophones. Est-ce que, selon vous, l'implication des Haïtiens qui sont à l'extérieur, parce que bon, moi j'évite beaucoup d'utiliser le mot diaspora, parce que souvent ça a une connotation assez négative, les Haïtiens qui vivent à l'extérieur, quel devrait être leur rôle dans la situation actuelle? Il faut qu'on arrête d'être les esclaves modernes de l'Amérique du Nord. Parce que quant à moi, quand on envoie 4 milliards de dollars par année dans un pays, qui veut dire je suis le bailleur de fonds premier du pays, je pense que je me mets aussi à dire. Et je peux vous dire une chose, pourquoi que je m'implique dans cette cause? Parce que moi, la Constitution d'Haïti m'intéresse énormément. Parce que nous, la diaspora, que je déteste ce mot, les Haïtiens vivant à l'étranger,
et qui envoie 4 milliards de dollars par année en Haïti, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'on n'a pas le droit de participer dans quoi que ce soit, on n'a pas le droit de dire on n'a pas notre mot à dire. Okay. Mais par exemple, les factures, c'est nous, l'enterrement, l'école, tous les événements, c'est nous qui payons pour ça. Okay. Et sincèrement, ce ne serait pas la dernière fois que tu vas me voir, Madame Chérie, parce que je vous assure que je suis en révolte et c'est une révolte pacifique parce que j'ai pas d'âme, je suis pas pour les âmes non plus, je suis contre les âmes, mais la seule chose que je peux vous dire, avec ma bouche, avec les personnes compétentes, nous allons voir comment emmener une autre approche pour Haïti. Okay. Parce que l'approche que nous avons présentement, même s'il nous coûte 4 milliards par année, c'est zéro. Ça ne marche pas vraiment. Ça ne fonctionne pas. Parlons de révolte. On sait que depuis bientôt 1 an, la situation en Haïti est vraiment tendue. On entend que une chose, on va dire peut-être 2 choses, où est l'argent de Petro-Caribé et Abba Jovenel. Monsieur André, est-ce que, selon vous, c'est la solution au problème actuel? Alors, si la question est, est-ce que la solution, en demandant le départ de Jovenel Moïse, est la solution? Selon moi, ce n'est pas la solution, mais je crois que c'est une étape nécessaire, à savoir que il y a une population qui réclame. Et à savoir que présentement, on a un gouvernement et un président totalement dysfonctionnel. Et que nous avons des institutions comme la police et autres qui n'arrivent pas à contrôler cette population, si ce n'est que d'inviter certains tireurs d'élite à tirer dans une foule, on se retrouve avec des gens qui meurent. Okay. Et ça, on doit l'arrêter. Et dans les pays étrangers, donc la diaspora, le mot qu'on n'aime pas utiliser, mais que j'utilise parce que c'est le mot que tout le monde comprend. Okay. Dans la diaspora, il y a un pouvoir. Je crois que Jovenel doit quitter pour voir à calmer les jeux, parce que les gens qui contrôlent vraiment le pays, on sait que ce n'est pas Jovenel. On sait qu'il y a le corps groupe, on sait qu'il y a la Minijus, et puis ça c'est une chose que je prends très à cœur, du fait qu'il y a la deuxième force onusienne qui a été mise en place, donc Minijus, qui est dirigée par un commandant canadien, M. Tétrault, et M. Trudeau voulait que ce soit le Canada qui dirige cette force armée onusienne pour pouvoir se reprendre sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc on utilise un petit pays comme Haïti pour faire une déclaration comme quoi nous avons la capacité de mettre de l'ordre dans le désordre. Et la MINUJUS était là pour soutenir à rétablir la justice en Haïti. Okay. Et quel moment plus présent maintenant qu'il y a des justices. Le système de justice en Haïti est totalement dysfonctionnel. Mais pour revenir à toute cette répression policière, on comprend que oui, il y a une certaine répression, mais selon vous, les manifestations qui se passent en ce moment n'ont pas vraiment l'air de manifestations pacifistes. Donc comment gérer tout ça? Bien, écoutez, on ne donne pas d'armes à la population. Les seules armes qu'ils ont, et c'est malheureux, moi je ne soutiens pas la violence, je ne soutiens pas le fait ces casiers brûlés. Cependant, c'est ce qu'ils ont comme outil, malheureusement. Et on sait qu'il y a des intérêts des 2 côtés qui sont en train d'amener certains groupes de gangs, donc il y a une guerre de proxy. Pas proxy qui se fait entre différents groupes dans l'intérêt de certains politiciens verrouillés, corrompus. Alors, la population, comme vous dites peut-être, qui souffre vraiment, c'est pas cette population qu'on voit dans les rues, mais on voit une population qui est en train de brûler. Alors, comment peut-on voir à subjuguer cette hémorragie avec des systèmes de contrôle. Et le système de contrôle, c'est le corps groupe, c'est l'OEA. Le système de contrôle, c'est la MINUJUS qui est encore là, qu'on veut enlever le 15 octobre, pour remplacer par un nouveau groupe onusien qui est supposé soutenir l'État. Mais on n'a pas d'État. Qu'est-ce qu'on va faire après le 15 octobre? Et ça, pour moi, c'est le problème.
ce que je comprends de l'ONU, il est fort probable qu'on va avoir une nouvelle force onusienne militaire. Okay. Et c'est ça qui risque d'arriver. Alors, nous, de la diaspora, nous qui avons le pouvoir d'influence, on doit demander c'est quoi votre plan avant que le plan ne soit imposé. Et le Canada fait partie justement de ce pays. Moi, en tant que Canadien, quand on parle de 4 milliards, Jocelyne, qu'on envoie en Haïti, en fait, on envoie beaucoup plus que 4 milliards. À travers la coopération internationale, le Canada envoie mes taxes, vos taxes, le taxe de tous les Canadiens en coopération internationale à des gouvernements, un gouvernement qui n'arrive pas à gérer cet argent dans l'intérêt de la grande majorité. Mais en général, la coopération internationale n'est-elle pas gérée par le pays qui fait cette coopération? Entre vous et moi, il ne faut pas être naïf. Je crois qu'il faut savoir que c'est une question de pouvoir et puis d'intérêt. Okay. Je sais qu'en 2012, le Canada a fait un choix clair d'appuyer un pays versus l'autre qui est sur une même île. Okay. À savoir, avec une visite d'exploration commerciale, M. Bernard Valcourt, qui représentait le gouvernement, est allé avec des compagnies comme SNC-Lavalin. SNC-Lavalin conseille, à travers la coopération internationale pour la reconstruction du pays, est une compagnie qu'on soupçonne, n'est-ce pas, qu'on soupçonne d'avoir fraudé. C'est une compagnie corrompue. Bon, alors, donc il faut pas être naïf, c'est que oui, on amène des Hydro-Québec, entre autres en République dominicaine, on les amène aussi en Haïti, et on revient avec un rapport qui dit qu'il faut favoriser, sur l'île, il faut favoriser le partenaire du choix. Et le partenaire du choix était la République dominicaine, à cause que la radiation que ce pays qu'on va aider à développer va donner. Et par contre, Haïti, oui, il y a des besoins. Cependant, une Haïti qui est prospère va nuire à l'économie dominicaine. Donc ça, ici, entre vous et moi, je crois qu'on a fait un choix. Et le choix, c'est de ne pas de développer en Haïti pour pouvoir favoriser d'autres. Alors, la coopération internationale, je suis désolé, c'est de la foutaise. Question pour vous. On est d'accord qu'il y a des forces visibles et invisibles qui tirent un petit peu les ficelles d'Haïti et qui provoquent un petit peu la situation qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais quelle est la responsabilité de l'Haïtien, qu'il soit en Haïti et à l'étranger, dans tout ça? J'adore cette question parce que c'est ça que j'ai discuté tantôt avec M. Franz. Linda, nous n'avons ni les moyens, ni des armes pour dire qu'on va faire une révolution comme nos ancêtres avaient fait en 1804. Aujourd'hui, par exemple, nous, la diaspora, nous sommes des gens instruits, la majorité d'entre nous sommes des personnes instruites, alors qui veut dire qu'il faut emmener une révolution pacifique pour Haïti. D'accord. Du fait qu'il y a des individus qui se croient simplement que nous sommes stupides. Des vaches à lait? Nous sommes stupides. Nous sommes les nouveaux esclaves modernes de l'Amérique du Nord qui envoient 4 milliards, et comme M. Franz a dit, beaucoup plus que ça. Oui. On va dire beaucoup de milliards de dollars. Et pourquoi donc que ça ne nous donne pas le droit pour une fois, c'est nous qui décidons pour nous? Moi, je vote pour un embargo sur Haïti, par les Haïtiens. Parce que, viens pas me dire que l'ONU, l'international, le Premier ministre, les États-Unis qui nous traitent déjà de pays de merde, sont là pour aider Haïti. C'est une fois pour toutes. C'est extraordinaire le travail de M. Franz. Mais moi, qu'est-ce que je compte faire comme femme, par tous les moyens, c'est vraiment d'encourager la diaspora de mettre carrément un embargo sur Haïti. Pourquoi c'est les autres qui décident tout le temps pour nous? Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des adultes. Et aujourd'hui, je crois que c'est le temps qu'on met nos pantalons, nos culottes, whatever, qu'est-ce qu'on doit mettre, ou bien aller comme on veut. Mais c'est le temps que les Haïtiens se prennent en main. Qui se prennent en main.
Juste avant de conclure, à quoi devrait-on s'attendre le jour de la conférence? Quel sujet allez-vous aborder avec nous à propos de la situation en Haïti et des solutions que vous voyez à cette résolution de crise? Bien, ce que je comprends de M. Milford, c'est qu'il fait une proposition peut-être qui me rejoint, qui rejoint le groupe que je représente, entre autres sur la question du départ de Jovenel Moïse. Je crois que ça va être une discussion saine, à savoir qu'il va donner tout au moins une indication à ceux qui vont nous écouter de faire un choix. Et ce choix-là, c'est quelque chose qui doit être fait. On ne peut plus attendre dans 1 an, dans 2 ans. Pour ceux qui disent qu'on va laisser Jovenel Moïse terminer son mandat, je crois que c'est un risque. Et c'est là que cette discussion, je le souhaite, va permettre à des gens de faire prendre une opinion. Moi, ce que je crois, c'est que la diaspora a effectivement un pouvoir. Et ce pouvoir-là, il faut l'exercer. La diaspora a un pouvoir ici, on vote. Il y a des élections qui s'en viennent. Alors, votons intelligemment, disons au gouvernement qui est ici de prendre une décision qui soit dans l'intérêt de la population en Haïti. Et en Haïti, je crois que parmi les choses que nous devons faire et que nous ne faisons peut-être pas suffisamment, c'est d'éduquer. C'est quoi être un Haïtien en Haïti? C'est quoi prendre une position qui soit une position dans l'intérêt du bien commun? Et tout simplement, le Canada a fait, entre autres dernièrement, des décisions claires par rapport au Venezuela, par rapport au Nicaragua. Ici, le gouvernement canadien a gelé des capitaux nicaraguayens, enlevé des visas à des politiciens du Nicaragua, les empêcher de quitter leur pays. Nous avons la capacité de faire la même chose. On a comme l'impression que discrètement, il y a certains gouvernements qui ont commencé à le faire avec des politiciens haïtiens. Oui, mais une question qui a été posée par un membre de notre groupe qui est donc Solidarité Québec-Haïti, quelle était la position justement de Justin Trudeau, et la question a été posée à Justin Trudeau, quelle était sa position par rapport à Haïti et le Venezuela. Et il est resté sur la question vénézuélienne, à savoir qu'il est en alignement avec les États-Unis, en alignement avec le groupe de Lima, n'est-ce pas, qui est en train de démoniser un gouvernement. Comment on peut expliquer que vous avez un individu qui s'autoproclame président et on le soutient, sur une base que la constitution vénézuélienne est en train, permet de le faire. Mais présentement, en Haïti, nous avons des présidents. Nous n'avons pas seulement un président, nous avons des présidents qui sont en train de faire ce jeu, et c'est la population qui en souffre. Et le Canada ne peut pas avoir une position qui est claire. Alors nous demandons, si vous prenez une position claire par rapport au Venezuela, au Nicaragua, Haïti, le pire est en train de se faire, c'est pas seulement dire qu'au Venezuela, il y a des crimes contre l'humanité. La réalité est, et c'est cela qui est dangereux, c'est que les médias canadiens, entre autres, nous démonisent. La population, on voit une population qui est en train de tuer, on montre ces parties-là, mais au Venezuela ou ailleurs, on montre les politiciens qui sont en train de... Non, alors on ne peut pas avoir de paroles. Et ça, c'est ça. Exactement. Ok, parfait. En conclusion, Jocelyne, alors le rendez-vous, ce sera pour le 11 octobre. Ça va se passer le vendredi 11 octobre à l'appel retrouvé de 19h30 à 22h30. Et le mot de la fin que je voudrais annoncer, dire pour les Haïtiens. Allez-y. Moi, mon souhait le plus cher pour tous mes frères et sœurs, c'est une fois pour toutes de décider de prendre notre destin en main. Parce que si nos ancêtres attendaient que les Blancs, les colons nous sortaient de l'esclavage, nous serons encore avec la chaîne aux pieds. Alors moi, je suis une activiste et mon objectif, c'est de pouvoir vraiment pousser les Haïtiens à se réveiller puis à prendre leur destin en main. Le Canada appartient au Canada, Haïti appartient aux Haïtiens. Ah, c'est bien dit. Et un dernier mot, M. André? Le dernier mot, c'est que la cause qui me passionne beaucoup plus maintenant, c'est la situation des demandeurs d'asile. Il y a présentement un moratoire et nous avons un groupe
frères et sœurs, j'ai rencontré un cousin dans un bureau d'avocat que je ne connaissais pas. Okay. Donc vous avez peut-être des cousins, des cousines, vous avez des parents qui viennent de coins de pays qui vont et vous ne les connaissez pas. Donc embrassez cette communauté de gens qui ont l'impression que la diaspora haïtienne ici ne les soutient pas, ne les accueille pas. Alors, nous avons un travail à faire, ce sont selon moi déjà des citoyens, parce qu'ils contribuent dans les taxes, ils participent d'une manière économique et culturelle, et notre intérêt c'est de les garder ici justement dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Ce sont des gens qui font des travaux que personne d'autre ne veut faire. Parfait. Merci à vous deux d'avoir été présents aujourd'hui. Alors, chers téléspectateurs, le rendez-vous, c'est pour le 11 octobre à la Perle Retrouvée. Donc, c'est une activité qui est gratuite. Cependant, vous aurez d'autres occasions de supporter l'organisme qui fait cette activité-là. Nous aurons Théova Milford, qui est l'invité spécial, et ils vont être entourés de M. Franz André et de Mme Barbara Guillaume, qui tous les deux vont prendre la parole à propos de la situation actuelle en Haïti. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous à une autre occasion.